Benjamin Boivin, le 29 février dernier, la Cour d'appel du Québec a confirmé la validité de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Par ce fait, la Cour déclare que l'interdiction faite à certains employés de l'État de porter des signes religieux est constitutionnelle. Ce jugement, Benjamin, est-ce que selon toi, c'est une victoire, on pourrait dire, du nationalisme québécois sur le multiculturalisme canadien? Bien, c'est certain que dans toute cette histoire-là, il y a deux visions de la société qui s'affrontent, là. La vision nationaliste qui s'est notamment appropriée toute cette question-là de la laïcité, et puis une vision multiculturaliste plus trudeauiste finalement, là. Généralement, les gens qui sont plus multiculturalistes sont généralement opposés à cette loi-là. Et bon, il s'agit d'une victoire en un certain sens, là, une victoire provisoire, parce que la loi est en train de faire toutes les étapes de la chaîne du système judiciaire. Elle a commencé en Cour supérieure, où la loi a été partiellement défaite. Là. Il y a une partie de la loi qui a été supprimée. Et là, elle se retrouve en Cour d'appel, où il y a seulement... La seule partie de la loi qui n'a pas été retenue après le jugement en Cour d'appel, c'est pour les personnes qui exercent la fonction de député. Donc, la loi, elle s'appliquait également aux députés. Et puis, à la Cour d'appel, on a décidé que c'était pas envisageable que cette loi-là puisse s'appliquer aux députés, puisque ça mettait des citoyens. Tous les citoyens ont droit d'être élus pour représenter leurs concitoyens à l'Assemblée nationale. Et là, ça mettait ces gens-là dans la position, finalement, oui, ils ont le droit d'être élus, mais une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de siéger. Et donc, c'est vraiment la seule partie de la loi qui a été défaite par la Cour d'appel. Et puis là, on s'attend évidemment à ce que ça se rende jusqu'en Cour suprême, où on verra bien ce qui va se passer. Mais pour le moment, on pourrait dire qu'il s'agit d'une victoire provisoire pour le mouvement nationaliste québécois qui s'est vraiment agglutiné autour de cette controverse-là depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. C'est assez difficile, Benjamin, j'ai l'impression que tout le monde se range soit d'un côté ou de l'autre. Tu parlais des deux clans, là, nationalistes ou multiculturalistes. Est-ce qu'il y a une autre façon d'envisager ce débat-là? Y a-t-il une troisième voie? Ben, de fait, je pense que c'est intéressant que ce débat-là ait lieu entre des nationalistes et des multiculturalistes, alors qu'en fait, le véritable enjeu de la loi 21, c'est le rapport entre l'Église et l'État, et en fait, plus profondément, le rapport entre la religion et la vie publique. Donc, pour un peu effacer, si on veut, la dimension religieuse, qui est vraiment la question centrale de la loi, on se retrouve à discuter de ça en des termes plus politiques ou plus culturels. Donc, il y a une espèce de jeu sur deux tableaux ici, parce qu'en un sens, on peut présumer, beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement québécois vont dire que l'objectif de la loi, c'est pas tellement de renforcer la laïcité de l'État québécois, mais plutôt d'exclure le voile, en particulier le hijab, le voile islamique, de la vie publique autant que faire se peut. Le moyen qui a été trouvé par l'État, ça a été de l'interdire à certaines personnes en fonction d'autorités qui travaillent pour le gouvernement. Comparé à une laïcité à la française, c'est de fait une loi assez modérée, mais comparé à l'expérience nord-américaine, c'est une loi qui peut paraître radicale. Ouais. Et donc ça, c'est l'aspect qui est en fait plus culturel. Là. Je pense pas vraiment que c'est ce qui préoccupe les gens, à mon avis, autour de cette loi-là, c'est bien davantage une expérience peut-être négative ou des perceptions négatives de l'immigration, de la présence de personnes issues de minorités culturelles dans notre société. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion approfondie sur ce que ça signifie comme loi sur le rapport entre la religion et la vie publique? Je sais pas. C'est comme si cette loi-là présupposait que la religion est un danger d'une certaine manière. En tout cas, moi, il me semble que j'ai l'impression qu'elle attaque jusqu'à un certain point la liberté religieuse. Oui, mais je pense qu'on peut définitivement dire qu'elle attaque la liberté religieuse, en particulier des gens dont la religion a pour exigence de porter des signes visibles, donc les musulmans, les sikhs et d'autres formes de religion. Ben, autrefois, au Québec, il y avait quand même beaucoup de sœurs ou de prêtres qui portaient des signes visibles aussi. Oui, mais à la différence que, bon, dans ces cas-là, c'est pas tous les croyants chrétiens qui devaient porter des signes, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui des personnes dans les communautés religieuses qui portent des signes visibles à travers un habit. Dans tous les cas, c'est certainement une loi qui a pour effet d'attaquer la liberté religieuse au Québec. C'est pas nécessairement en ces termes-là qu'elle est critiquée la plupart du temps, cependant. De fait, le discours de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et de plusieurs dirigeants de communautés, de diverses communautés religieuses, juives, musulmanes, etc., vont tenir ce discours-là. Il est assez peu entendu, assez peu audible. La plupart des critiques qu'on entend viennent vraiment à partir d'une perspective multiculturaliste et libérale. Et je pense que cette dimension religieuse de la loi, qui est en un certain sens la dimension la plus importante, la plus fondamentale, c'est un peu le grand oublié du débat public. Est-ce que cette loi-là ne révèle pas un conflit entre, d'une part, la démocratie qui valorise la volonté de la majorité? On sait qu'au Québec, cette loi
Un grand assentiment public. Là. Oui, exactement. Et en même temps, le besoin de respecter aussi les droits des minorités. Il semble y avoir, c'est un bel exemple de conflit ici entre majorité et minorité en démocratie. Ben oui, en Occident, on vit dans ce qu'on appelle des démocraties libérales, là, c'est-à-dire qu'on prétend à la fois que la société est gouvernée par le peuple, par les citoyens, et qu'elle est gouvernée par des principes juridiques, généralement. Là, c'est généralement organisé de manière juridique, qui ne peuvent pas être outrepassés, et ces principes-là sont appelés droits et libertés. Généralement, ils ont une facture idéologique, ce qu'on appelle un droit fondamental. Là, à l'exception de certains droits très particuliers, la Charte canadienne des droits et libertés couvre beaucoup plus large que ce que universellement on pourrait accepter comme des droits humains. Il y a une perspective idéologique dans notre compréhension des droits et libertés qui est bien établie même constitutionnellement. La Cour suprême, lorsqu'elle interprète une loi pour déterminer si elle est acceptable juridiquement ou non, elle interprète la loi et la Constitution à la lumière du multiculturalisme canadien. C'est important de le souligner. Et donc, il y a effectivement un débat entre une vision davantage populiste ou populaire de la vie politique, une vision davantage démocratique, qui est généralement partagée de fait actuellement dans la contingence de notre vie politique par les nationalistes, et de l'autre côté, une vision plus libérale qui est de soi relativement hostile à la démocratie où on l'entend en général, une vision plus libérale axée sur le multiculturalisme qui se méfie en général de la volonté populaire dans la mesure où on s'inquiète d'un conflit entre une majorité toute puissante et puis des minorités fragilisées. J'ai une question piège en terminant, Benjamin. Entre l'idole de la nation et l'idole de la diversité, lequel, selon toi, est l'idole la plus dangereuse? Je pense que toutes les idoles sont mauvaises et dans cette histoire-là, on politicien. Je pense que ultimement, si on veut me forcer dans un coin, je dirais que l'idole de la diversité est plus dangereuse que l'idole de la nation, dans la mesure où l'idole de la nation elle-même contient au moins dans son principe un certain désir d'unité, alors que si on fait vraiment de la diversité la fin de la vie publique, on la conduit vers une dissolution où il est impossible de vivre en commun. Il me semble que les deux aussi portent une certaine identitarisme, c'est-à-dire que le danger, c'est quand on fait de la diversité ou de la nation le cœur de son identité. Peut-être qu'une société qui a perdu justement la notion chrétienne d'être enfant de Dieu se cherche des identités autant à droite qu'à gauche. Oui, puis de fait, la notion plus élémentaire encore de bien commun, lorsqu'on fait du bien de la nation ou du bien de la diversité la fin de la vie publique, on s'éloigne de la perspective du bien commun, qui est celle qui généralement conduit au bonheur et à l'amitié civique. Bon, on est tous contre les idoles? Parfait, on est d'accord. Pas le choix. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.